VK, en partenariat avec GFI Informatique, éditeur et intégrateur de solutions spécialisées pour le secteur public. Aujourd'hui, le thème est les défis numériques et juridiques auxquels font face les directions financières des collectivités, une conférence en partenariat avec la FIGES, qui est le réseau des financiers, des gestionnaires, des évaluateurs et des managers de collectivités territoriales. Alors pourquoi ce sujet? Parce s'il est un domaine dans l'univers public qui a connu des évolutions à la fois régulières et fréquentes depuis ces 5 dernières années, et va continuer à en connaître, c'est bien la chaîne comptable avec les conséquences que cela peut avoir pour l'ensemble de la collectivité. Évolution de la réglementation, digitalisation accrue, impact sur les relations en interne, place de la direction financière dans l'organisation. L'évolution de la gestion des flux financiers, les nouveaux process ont en effet des impacts forts sur l'organisation du travail, la structuration des équipes de direction financière, l'ensemble des agents des collectivités et des interlocuteurs extérieurs. Et ces impacts s'inscrivent dans le long terme. Les questions que certains d'entre vous nous ont déjà fait parvenir sont nombreuses. Quels avantages les collectivités peuvent-elles retirer en termes de prise de décision au quotidien et d'optimisation de leur opération? Comment accompagner cette conduite du changement dans un domaine qui suscite encore des craintes? Comment analyser cela au-delà des simples gains de productivité attendus et pas toujours obtenus selon certains? A-t-on bien estimé l'investissement humain et les coûts de développement que cela implique? Quelles difficultés rencontrées? Quelle nouvelle place pour les directeurs financiers, comme dans leur rapport avec les DSI ou les DRH? Il existe certes là une occasion d'aller vers une plus grande réactivité, un accroissement de la professionnalisation et un enrichissement des tâches, mais sans la prise de conscience que cette nécessaire transformation doit être pensée et adaptée, le risque est grand de ne pas réussir. Pour tenter de répondre à ces questions et à celles nombreuses que vous allez nous poser, cette webconférence s'appuiera sur les expériences de 2 intervenants, spécialistes du sujet, que je m'empresse de vous présenter. Yann Goubard, membre de la FIGES, actuellement directeur des finances du département de la Seine-Maritime. Vous étiez précédemment directeur des finances au conseil régional de Picardie, directeur des finances et DGA moyen interne à la mairie et à l'agglo d'Évreux, et directeur des finances à RMI. Véronique Vinatier, après une expérience dans le privé, vous rentrez dans la territoriale en 1990, à la direction des finances de la ville de Limoges, puis la direction de l'espace public et de la ville de Limoges et Limoges Métropole, comme responsable du service comptabilité et marché public de la direction. Et vous êtes maintenant à la direction des finances de Limoges Métropole, la communauté urbaine de Limoges, notamment responsable du chef de projet dématérialisation de la chaîne comptable depuis le lancement officiel du programme de démat en fin 2017. Et moi, je m'appelle Luc Périnet, je suis journaliste, coach en management et médiateur. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre et à l'issue de la présentation et pendant la présentation. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps de passer la parole à nos intervenants, en commençant par vous, Yann Goubard, et peut-être en vous demandant de nous dire quelques mots sur la FIGES. Oui, bonjour. Donc effectivement, moi j'ai le plaisir de représenter la FIGES, qui est une association constituée d'agents territoriaux, qui compte aujourd'hui environ 600 adhérents, dont 75% de collectivités locales. Donc c'est vraiment une belle association qui organise chaque année des formations, des groupes de travail thématiques, dont deux se sont ouverts récemment. L'un dans le domaine justement de la dématérialisation qui nous intéresse aujourd'hui et l'autre dans le domaine qui concerne les transferts de compétences et la façon de traiter ces transferts de compétences. C'est une association qui organise également des formations sur site ou en dehors des sites. Et puis c'est une association, et là je le dis pour l'année prochaine, qui organise chaque année des assises annuelles et les prochaines assises, en tant que représentant également du département de la Seine-Maritime, se tiendront au Havre les 26 et 27 septembre prochains. Donc, nous vous y retrouverons avec grand plaisir. Le message est passé. Alors, commençons par, sur le sujet même qui nous intéresse ce matin, peut-être par un point d'actualité qui fait la part entre l'impératif et le possible, comme vous l'indiquiez. C'est ça. Alors,
En fait, la question que l'on s'est posée, c'est de faire un peu un point sur l'état d'actualité du paysage des outils financiers et comptables dans la sphère publique locale. Et c'est vrai que on s'est aperçu que ces dernières années, ces outils avaient beaucoup évolué. L'idée, c'était de regarder où est-ce qu'on en était aujourd'hui et vers quoi on allait. Alors, moi, pour ma part, j'ai identifié 4 sujets, 4 axes principaux. Le premier qui concerne la chaîne comptable en tant que telle. On est tous aujourd'hui concernés par ce qu'on appelle le flux PESV2, qui a été rendu obligatoire en janvier 2015. Ce qu'il faut regarder, c'est que ce flux PESV2, il est issu d'une longue maturation, puisqu'il a été initié en 2004 par la Charte nationale de dématérialisation qui a été signée par l'ensemble des associations représentantes des ordonnateurs. Et le but de cette charte, c'était de voir dans quelle mesure est-ce qu'on allait organiser la dématérialisation pour les 10, 15, 20 prochaines années à venir. Et donc, la première conséquence, ça a été qu'entre 2004 et 2015, il y a eu un certain nombre d'expérimentations dans des collectivités qui ont été volontaires. Et puis, la récré a été sifflée, la fin de la récré a été sifflée en janvier 2015, où là, il y a eu obligation de passer par le flux PESV2, qui venait remplacer tous les flux antérieurs, notamment les flux Indigo. Deuxième étape, c'est que pour janvier 2019, on a l'obligation de transmettre les pièces justificatives, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a maintenant l'obligation qui a été prévue dans le cadre de la loi NOTRe. Et ce qui fait que, eh bien, logiquement, en janvier 2019, pour un certain nombre de collectivités, il y aura une transmission complète entre l'ordinateur et le comptable, non seulement des flux en tant que tels, mais également des bordereaux signés et des pièces jointes. À ça se rajoute, en ce qui concerne le PSV2, ce que j'appelle moi les désinences du PES, c'est-à-dire notamment le PES retour, c'est-à-dire les retours d'informations entre Helios et les applications financières des collectivités locales. Et puis également, là c'est plus récent, c'est le PES marché, c'est-à-dire un flux qui embarque les données essentielles du marché, les données qui vont être transposées sur Helios, et puis enfin les données qu'on doit théoriquement saisir à chaque fois qu'on passe un marché concernant l'Observatoire économique des marchés. Donc ça, c'est en ce qui concerne le PESV2. Deuxième bloc qui paraît important, c'est ce qui concerne la transmission des actes budgétaires au service de l'État, c'est-à-dire les maquettes budgétaires lorsqu'elles ont été votées, les budgets préventifs, les budgets supplémentaires, et puis les comptes administratifs. Donc, certaines collectivités ont déjà l'obligation de le faire, il s'agit des métropoles depuis janvier 2017, et puis la loi NOTRe a prévu également que pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, eh bien, il y a une obligation pour ce faire, enfin de procéder à cette transmission dématérialisée à partir de janvier 2020. Dans les faits, un certain nombre d'entre nous ont déjà basculé. Hein, on est déjà passé à acte budgétaire, donc c'est pas une obligation, mais c'est déjà réalisé. Troisième bloc, Chorus Portail Pro, donc là ça parle logiquement à tout le monde puisqu'on a tous collectivités l'obligation de recevoir nos factures via ce portail de dématérialisation des factures. On s'aperçoit que dans les faits, il y a un petit peu de retard à l'allumage parce que les entreprises, enfin les tiers, les partenaires, certaines se sont bien préparées et puis d'autres ont été plus en difficulté et donc il a fallu les accompagner. Oui, parce que je pense que pour certaines entreprises, il n'a pas été inutile de les accompagner, parce que ce n'est pas toujours simple de travailler avec Chorus. Bien sûr, parce que ce qui est compliqué pour nous, collectivités, l'est pas moins pour nos partenaires et donc ça nécessite un temps de travail, d'accompagnement qui me paraît bien normal, jusqu'à une certaine limite, parce que des fois on a aussi face à nous des gens qui disent bon, bah, débrouillez-vous, moi les factures, je continue à les envoyer papier. Mais en tout cas, ça nécessite de la part des collectivités locales, ça me paraît très clair, de l'accompagnement et de la bienveillance. Est-ce que tout ça va être difficile aussi pour les plus petites collectivités qui ne sont pas forcément équipées en personnel pour... Alors, c'est vrai, ce que vous dites est, je pense, vrai pour Chorus comme pour tous les axes de la dématérialisation. C'est sûr que c'est plus facile quand on est bien outillé que quand on ne l'est pas, mais je dirais que c'est vrai également pour les petites entreprises. La petite entreprise, le petit artisan, il n'a pas forcément le temps, les moyens, et donc c'est là aussi où il y a besoin de procéder à un accompagnement plus souvent. Et puis, dernière chose, dernier point de développement en termes de dématérialisation, le paiement en ligne qui devient une obligation également
à partir de juillet 2019, progressivement en fonction de la taille des budgets, des montants. Voilà. Alors, le slide suivant, où reste-t-il quelque chose à faire dans la démat, si je puis dire? Alors, fort de ce qu'on vient de se dire, l'idée, ce que je trouvais intéressant, c'était de regarder, finalement, sur la chaîne de la dématérialisation, là où on était dématérialisé ou possiblement dématérialisé, et là où peut-être on pouvait ne pas l'être et on pouvait avoir individuellement des travaux à réaliser. Je précise que ce schéma, il est très discutable d'une collectivité à l'autre et en fonction de sa taille, puisque on a vu que certaines collectivités, du fait de leur taille, avaient l'obligation de dématérialiser un certain nombre d'étapes et pas d'autres. Mais il n'empêche que la chaîne comptable, depuis la passation des marchés jusqu'au paiement de la facture, finalement, reste la même. Or, ce qu'on constate, c'est que pour la transmission des actes budgétaires, il est aujourd'hui possible et parfois obligatoire de transmettre les actes de façon dématérialisée. Pour la passation des marchés, alors je parle bien de la préparation, parce que là les puristes vont me dire oui mais attention, l'engagement doit précéder ou accompagner le marché. Oui d'accord, mais la préparation du marché, ça se fait avant. Donc la passation des marchés, depuis le PES marché, il y a l'obligation de mettre en place la dématérialisation des marchés. Et donc on arrive à une troisième étape qui, elle, à mon sens, peut amener des réflexions sur la dématérialisation, aller plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour, depuis l'outil de dématérialisation des procédures de marché, intégrer dans nos systèmes d'information financiers les pièces qu'on a déjà générées, qui existent déjà de façon dématérialisée. Donc ça, c'est un point important à voir. Ensuite, il y a la phase d'engagement et d'édition des bons de commande lorsqu'il y en a. Et donc là, selon chaque collectivité, il n'y a pas nécessairement de dématérialisation sur ce point-là, donc on pourra être amené à en reparler. Étape suivante, la réception des factures ou des pièces, où là, théoriquement, via Chorus Facture, c'est une étape qui est soit totalement, soit partiellement dématérialisée. Donc, c'est en partie fait et ça va se faire. Étape suivante, la constatation du service fait. Alors là, c'est une démarche purement interne qui, pour moi, alors là aussi, on pourrait discuter de à quel endroit est-ce qu'on met la constatation du service fait. Est-ce qu'on la met avant la réception de facture ou après? Pour moi, les deux choses peuvent se mettre en parallèle, puisqu'on n'a pas l'obligation d'avoir une facture entre les mains pour constater un service fait. Et puis enfin, c'est la chaîne, là, je dirais, qui reprend la phase PESB2, c'est-à-dire la liquidation, le mandatement, et puis le paiement. Donc, toutes ces étapes-là, a priori, sont dématérialisées. Et enfin, on arrive à la transmission du compte administratif qui aussi est dématérialisé sous réserve que l'on soit bien dans le cadre de la transmission via acte. Tout ça pour arriver à la full démat un jour. Un jour peut-être. Alors, effectivement, comme je le disais à l'instant, il y a, je pense, des points au-delà des 4 premières briques qu'on a vues au début de la présentation, des points qui méritent peut-être d'être travaillés ou qui le sont peut-être déjà chez un certain nombre de nos auditeurs. Il y a d'abord l'intégration des données marchés dans le cadre du SI Finance. C'est dommage de dématérialiser les pièces du marché et puis de ne pas profiter de l'existence de ces pièces pour les injecter directement dans la SI Finance. Deuxième chose, ma foi, puisqu'on en est à de la full démat, autant y aller et autant considérer que l'étape de la passation de commande se fait aussi de façon dématérialisée. Ça n'est pas une obligation, mais ça peut être aussi un axe de développement. Et puis enfin, la dématérialisation du service fait. Comment est-ce qu'on fait pour être réellement en full démat depuis la passation de la commande jusqu'au mandatement et au paiement. J'ajoute qu'au-delà de la dématérialisation, il y a quand même d'autres projets qui sont déjà lancés, sur lesquels on est tous amenés à réfléchir. Le compte financier unique et la certification des comptes, qui sont des sujets extrêmement récents et qui, à mon sens, doivent être utilisés dans le cadre de nos réflexions sur l'avancement de la dématérialisation. Les échéances comptables, la M57, l'ENSU, le SFACT, tout ça, ce sont aussi des projets qui doivent rentrer en ligne de compte lorsqu'on réfléchit sur les questions de dématérialisation. Alors, il y a des questions qui commencent à nous arriver. Une qui est liée d'ailleurs au slide suivant, qui est notamment sur le coût, évidemment. Alors, coût humain et coût financier. Et puis, moi, une question que je rajoute, c'est quand vous présentez ce slide, pourquoi est-ce que vous parlez de ça souligné dématérialisation? Quel est le message? Alors, le message
le message, je pense que il est important, compte tenu de la multiplicité des chantiers et compte tenu aussi du fait que nos ressources sont limitées, que l'on choisisse vers ceux qui nous intéressent, vers notre objectif. On ne peut pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Donc à un moment, on doit choisir. On doit choisir en fonction du contexte, des perspectives, du retour sur investissement. Ça, c'est extrêmement important, à mon sens, comme question à se poser. C'est en gros combien je mets sur la table et combien ça me rapporte. Et puis aussi de ses envies, de ses sensibilités, et puis des envies, évidemment, des directeurs des finances, c'est une chose, mais aussi des envies des équipes que l'on pilote. Et je pense que c'est extrêmement important de se dire, eh bien, je vais déterminer des axes de développement en fonction des envies des miennes et de mes équipes. Ça, je crois que c'est très important de personnaliser la dématérialisation. Pour ce qui est du coût du développement, effectivement, on sait que c'est des coûts qui sont élevés. On mesure souvent le chèque consigne à son éditeur. Ok, ça c'est facile à voir. Ce qu'on mesure pas forcément très bien, c'est le coût en termes de ressources humaines. Pour illustrer cette question-là, moi je sais que le département dans lequel je travaille est passé à la dématérialisation totale de ce qu'on appelle la faute des maths, du PSV2, 1er janvier 2017. En gros, ce que ça a coûté en termes de ressources humaines, c'est 5 équivalents temps plein pendant 1 an. Aussi bien sur des fonctions SI que sur des fonctions finance. Voilà ce que nous, ça nous a coûté. Là, je ne parle que de la fonction ressources humaines. Je ne parle pas du coût pour l'éditeur, je ne parle pas du coût lié aux réformes à venir de l'organisation de la fonction financière. Donc effectivement, on a des sollicitations multiples. Et ce que je voulais dire aussi, pas une mise en garde, mais en tout cas, un point qui me semble important à souligner, c'est que les collectivités sont très sollicitées, enfin j'imagine que c'est pareil pour tout le monde, par les services de l'État, la direction régionale des finances publiques, la direction départementale des finances publiques qui dit ah bah tiens, et le CFU et le SFACT enfin bref, tous ces projets-là, ce serait bien que vous y alliez. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi se faire sa propre dématérialisation parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Je dirais même que ce n'est pas souhaitable. Il y a une petite question technique qui nous arrive. Quid de la dématérialisation dans le cadre du projet de fusionner le rôle de l'ordonnateur et du comptable, en confiant l'ensemble aux collectivités territoriales? Déjà, il faudrait savoir exactement ce que ça veut dire d'aller vers l'agence comptable, puisque je pense que c'est ça le sens de la question. Ouais. Comment ça va se traduire? Moi, ce que j'ai compris de la loi, c'est qu'elle méritait quand même un certain nombre de précisions. Ce qui se cache, je crois, derrière tout ça, c'est la dissociation extrêmement forte entre la certification du service fait et l'acte de liquidation et de mandatement. C'est-à-dire que si on veut aller vers une agence comptable, il faut dès à présent être capable de couper les deux. C'est-à-dire que le rôle des directions opérationnelles, ça va aller jusqu'à la certification du service fait, et après, c'est un autre univers, c'est l'univers de l'agence comptable. Donc si on veut aller demain vers ça, eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut dès maintenant se dire que dans notre organisation actuelle ou future, il faudra être capable de scinder les deux tâches. Alors là, à notre tour, on va poser une question aux internautes à laquelle vous répondez par oui ou par non. Est-ce que la démat a accentué le rôle central de la direction des finances dans votre collectivité? Vous répondez par oui ou par non et nous verrons les résultats de ce sondage et nous soumettrons d'ailleurs ces résultats à nos intervenants. Là, je propose que nous rentrions maintenant dans ce que vous appelez l'aspect RH, que vous avez commencé déjà à évoquer dans le slide précédent. Alors effectivement, l'aspect RH, il est extrêmement important et on le vit tous quand on commence à discuter dématérialisation. Première chose, les changements que l'on connaît dans le domaine RH, ils sont naturellement pas que liés à la dématérialisation de la chaîne comptable. On a un certain nombre d'autres chantiers qui sont liés, par exemple, à la contrainte financière qui existe, qui sont liés au changement de périmètre géographique, et notamment dans le domaine intercommunal et régional. Le régional, c'est maintenant passé, mais ça peut être aussi lié à des périmètres de changement de compétences, à l'actualité, au calendrier, et tout ça, et la dématérialisation se surajoute à ces éléments qui viennent un peu secouer nos organisations. Donc, derrière nous, comment est-ce qu'on fait sur la chaîne comptable? Moi, le constat que je tire aujourd'hui, c'est que très clairement, la dématérialisation,
qu'on a mis en place et qu'on est en train de mettre en place, elles viennent faire évoluer les missions. Elles viennent faire évoluer les missions des agents par ce que j'appelle moi un renforcement de la technicité, de l'expertise, c'est-à-dire qu'en gros, je parle de façon extrêmement schématique, hein, mais en place d'une organisation où quand même on avait beaucoup de dossiers papier avec des choses à agrafer, à photocopier, à transmettre. Voilà. Maintenant, une organisation où tout se passe devant l'écran. C'est-à-dire que logiquement, si tout fonctionne bien, selon moi, on abandonne totalement ces missions de secrétariat, mais en tout cas très répétitives, à des missions d'expertise. Et c'est là toute la tâche qui nous attend pour être justement capable de basculer depuis des missions de secrétariat vers des missions d'expertise. Comment est-ce qu'on fait dans nos organisations et puis aussi avec les agents dont on a la responsabilité pour être capable de les amener, de favoriser ce changement-là. Et je dirais que c'est naturellement la partie importante du chantier. C'est pour ça qu'il est important, je crois, pour les directions des finances, d'avoir une vision de long terme sur les besoins en compétences que l'on doit avoir. D'abord, aujourd'hui, comment est-ce qu'on forme et vers quoi on forme, vers quel type de nouvelles missions. Il faut imaginer ces nouveaux métiers, enfin ces nouvelles évolutions. Il faut effectivement imaginer le nouveau métier. Et je crois, mais là c'est une vision très personnelle, qu'on ne peut imaginer le nouveau métier finalement que lorsqu'on a vu les outils. C'est compliqué d'imaginer le nouveau métier que sur des peut-être, et on verra, il faut réfléchir à l'organisation avant les nouveaux outils. Ça, c'est ma vision. Je pense que ça ne sert à rien de vouloir réinventer le monde avant même de savoir sur quelle planète on arrive. Et c'est aussi pour ça, et là j'insiste beaucoup là-dessus, je crois que les directions des finances doivent s'emparer de la GPEC. La GPEC, c'est encore une fois très intuitif de ma part, hein, mais ce n'est pas le métier des DRH. La GPEC, ça doit être le métier des directions qui doivent s'emparer de leurs compétences. Pas uniquement la direction des finances d'ailleurs. Chaque direction. Bien entendu, dans toutes les directions. Mais je crois que c'est la responsabilité des directions opérationnelles, quelles qu'elles soient, de dire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est moi, je sais de quoi j'ai besoin aujourd'hui, je sais de quoi j'aurai besoin demain. Il y a une question qui n'est pas directement liée à ça, mais tout de même, qui est de savoir si vous avez présenté le projet et les évolutions de ce projet au syndicat. Alors, le projet de dématérialisation en tant que tel a été présenté, effectivement, pour expliquer les nouveaux outils. Ça a été présenté naturellement en amont, lorsqu'il y a eu le projet de dématérialisation qui a été annoncé. Et donc, on a été assez descriptif, très transparent sur ce vers quoi on allait. Et il y a maintenant une deuxième présentation qui va être bien la nouvelle organisation, ça va être quoi? Mais là, celle-là n'est pas encore faite. D'accord. Bon, il y a beaucoup de questions auxquelles on répondra peut-être à la fin, qui sont globales sur tous les problèmes de résistance au changement, mais je crois que l'un comme l'autre, vous pourrez en parler tout à l'heure. Si on rentre sur les gains de productivité, je vous dis tout de suite une question qui était très précise, mais je vois que vous risquez de m'évoquer. Et je vous la formule. La démat mise en place, a-t-elle remplacé le papier? S'est-elle substituée ou s'est-elle rajoutée au process papier qui lui ont survécu, totalement ou partiellement? Alors, ça me paraît être une excellente question. Je vais commencer par y répondre en évoquant ce que moi j'appelle le mythe de la ramette de papier. C'est-à-dire que lorsqu'on a annoncé le PSV2, lorsqu'on a... Les joies du direct. Excusez-moi, c'était pour dire que j'étais arrivé à la fin de mon temps de parole. Le mythe de la ramette de papier. Il y avait les questions. Le mythe de la ramette de papier, c'était en gros ce qui a motivé au départ, ou ce qui a été affiché comme pouvant motiver le fait d'aller vers la dématérialisation en disant « Ah super, je vais économiser des tas de ramettes de papier ». Non mais il faut être sérieux. Quel est le volume, le pourcentage de dépenses réelles de fonctionnement que représentent les ramettes de papier? Est-ce que c'est là-dessus qu'on va faire des économies? Quand bien même on va économiser 30, 40 ou 50 000 euros de ramettes de papier sur une année, est-ce que c'est ça qui va légitimer nos démarches de dématérialisation? Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'ajoute que derrière, le coût de mise en place, il est largement supérieur, en tout cas dans un premier temps, au coût des ramettes de papier. Moi, ce que je pense, c'est est-ce que les gains sont visibles dès le début? Ben, bien sûr que non, parce que, et là ça va répondre à la question qui vient d'être posée, volontairement ou involontairement, on a du mal à les voir. Quand je dis volontairement, c'est que souvent sur un poste,
on dit, bah tiens, voilà, on a fait des économies de dématérialisation, est-ce que, pour faire simple, tu pourrais rendre ce poste-là? La réponse, en général, elle fuse, c'est ah oui, non, c'est pas possible parce que moi, la personne qui est sur ce poste-là, elle est occupée à 20%, par exemple, sur les fonctions comptables. Donc, tu te rends bien compte qu'on ne peut pas supprimer un poste parce qu'on enlève 20% des tâches. Et donc, souvent, on bute contre cet élément-là qui est que c'est pas toujours, les personnes n'effectuent pas leur mission toujours à hauteur de 100% en ce qui concerne la chaîne comptable. Involontairement, je dirais que le risque, il est plutôt là. C'est-à-dire, on a toujours, au moins au départ, tendance à superposer des organisations anciennes avec des nouveaux outils. C'est-à-dire, on a effectivement de la dématérialisation, mais par habitude, par réflexe, eh bien, on continue à faire la photocopie pour le dossier bleu, et puis un double pour le dossier rouge, et puis on a pour habitude d'agrafer, et voilà. Et donc, ça veut dire, finalement, pour moi, les gains de productivité, ils apparaîtront quand réellement on aura quitté une organisation ancienne pour aller vers une nouvelle organisation qui sera pleinement ancrée sur les nouveaux outils de dématérialisation qu'on utilise et qu'on a à notre disposition. Alors, je propose qu'on continue parce que le temps passe très très vite et je voudrais qu'on puisse prendre le temps d'entendre un Natis sur les différents points, sur ce que vous vouliez encore dire sur les gains de productivité, surtout la place des directions, l'avenir des directions des finances dans l'organisation. Alors, sur la place des gains de productivité, donc pour faire très vite, c'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est de rendre la démarche vendeuse. Or, quand on attaque en disant ouais, on a une super idée, on va faire de la dématérialisation, vous allez voir, ça va économiser des postes, c'est pas une bonne façon, enfin je crois, hein, d'attaquer le sujet. En revanche, dire que on va faire évoluer les fonctions, qu'on va les rendre plus intéressantes, qu'on va les faire plus tourner vers de l'expertise, ça je pense que c'est un vrai sujet, c'est une accroche qui me paraît plus vendeuse et surtout plus proche de ce qu'on est en capacité de faire, plus proche de la réalité. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour tirer concrètement, en termes de gains de productivité, quelque chose de cette dématérialisation? Pour moi, c'est ce qu'on se disait il y a quelque temps, c'est qu'il faut mettre en place les nouveaux outils et après, on revoit, on réorganise la chaîne comptable, mais pas avant. C'est clair. Alors, la nouvelle place pour les directions des finances, ça c'est un véritable sujet. Alors, effectivement, on sent bien, on lit, on écoute que de plus en plus, il y a une tendance à la recentralisation de la fonction financière. Qui pouvait, dans les collectivités locales, être assez largement décentralisée dans les directions. Je prends mon cas personnel. Chez moi, le département de la Seine-Maritime, la fonction financière est extrêmement décentralisée. C'est-à-dire que depuis l'engagement jusqu'au mandatement, eh bien, tout est fait dans les directions. Moi, je ne signe quasiment aucun bordereau de titre et de mandat au quotidien. On constate dans un certain nombre de collectivités que finalement cette organisation-là a tendance à remonter petit à petit pour tout un tas de raisons. Raisons de recherche d'efficacité, raisons de recherche de mutualisation des compétences, parce que c'est vrai que si par exemple on prend le cas du suivi comptable des marchés publics, est-ce qu'il y a besoin que chaque direction soit outillée pour suivre des marchés, c'est pas évident, ça peut peut-être se partager. Et donc, ça veut dire qu'on peut réfléchir peut-être à une recentralisation progressive. Après, moi, je suis toujours assez sceptique face aux effets de mode. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque? Pour moi, le risque, c'est qu'effectivement, en toute chose, l'excès nuit. C'est-à-dire que je commence à avoir des retours d'un certain nombre de mes collègues, et notamment des collègues qui ont fait une très forte recentralisation au sein de leur collectivité, à tel point que finalement, des agents comptables, il n'y en a plus qu'à 3-4 endroits, en gros, un par direction générale adjointe. Et un des risques, c'est d'arriver à un point où finalement, les directions se sentent dessaisies des préoccupations financières et disent non, finalement, maintenant, on ne s'occupe plus des finances, débrouillez-vous. Et donc, ça veut dire que ça fait perdre une culture financière aux directions. Et donc, la question, c'est comment faire pour recentraliser, mais en même temps en faisant en sorte que chaque direction continue à se sentir concernée par les questions financières. Que la direction des finances ne soit pas dans une espèce de tour d'ivoire. Exactement. Et ça, c'est tout à fait un risque, parce que au bout d'un moment, à force d'aller trop loin dans ce domaine-là, on finit par avoir que la direction des finances
qui s'occupent des problématiques financières. Or, les directions des finances ne sont pas assez fortes pour être toutes seules à être concernées par les finances dans une collectivité locale. J'en profite pour vous donner les résultats du petit sondage sur la question de est-ce que ça a modifié beaucoup la place de la direction des finances à l'intérieur de la collectivité. 72% ont dit oui, ce qui n'est pas totalement surprenant. Alors, sur l'évolution des modes de relation autour de cette question, la question des finances. Alors, pour aller très très vite, et oui. Parce que je sens que la sonnerie va à nouveau arriver, pour aller très très vite. Ce qui est clair, là c'est pour laisser la place aux questions après. Bien sûr. Alors là, c'est de l'intuitif, c'est du personnel et donc naturellement très contestable. Je pense qu'il y a vraiment une sociologie de l'organisation qui est en train de changer. Très concrètement, quand on est face à son écran et quand on est face finalement à des process dématérialisés, on ne peut plus dire « Ah là là, le dossier est mal ficelé, c'est à cause de monsieur X ou de madame Y ou bien du service Tartampion ». Finalement, on n'a que son ordinateur à qui parler. Et donc, ça crée, ou ça peut créer un vrai risque de rupture et de ce que j'appelle de déshumanisation des relations de travail. Donc ça, c'est un vrai sujet qui nécessite, je crois, d'être travaillé pour recréer du lien. Pour autant, le constat inverse que je fais et le risque que je vois et que je vis au quotidien, c'est finalement que chacun, chacune se dise « Bon, bah, ça ne marche pas très bien, mais c'est comme ça, c'est parce que c'est la dématérialisation, donc on n'y peut rien. » Et donc, le risque, c'est la perte d'un esprit critique. À un moment, il n'y a pas d'organisation qui puisse faire l'économie de critiques positives, mais de critiques quand même. Quand un outil dématérialisé, un système de formation financier ne fonctionne pas bien ou nous fait perdre du temps, il faut le dire. Et il ne faut pas rester dans son coin et s'accoutumer à ces dysfonctionnements. Et ça, c'est quelque chose que je répète régulièrement à mes collègues et je leur dis, mais attendez, là, votre truc, ça ne marche pas, vous voyez bien que ça vous empêche de fonctionner comme il faut, donc vous le dites. Et ça, c'est extrêmement important. Au-delà de la GPEC dont vous parliez tout à l'heure, c'est un véritable problème de management. Oui, alors après, bon, c'est tout un débat. Il ne faut pas non plus faire retomber toutes les difficultés des machines sur les managers. C'est une difficulté individuelle. Chacun doit se sentir dans le message à faire passer, de responsabiliser chacun d'entre eux. Chacun doit se sentir concerné par les outils qu'il utilise et chacun doit se sentir légitime à dire, eh bien, je pense qu'on pourrait faire autrement et on pourrait peut-être réfléchir un peu d'une façon différente. Et donc, ça veut dire que ça renforce les directions des finances et les directeurs des finances dans une responsabilité qui était déjà la leur auparavant, mais qui est comment faire pour recréer du lien entre les agents au sein des directions, entre les agents, entre la direction des finances et les directions opérationnelles, et puis également avec les tiers. Tout à l'heure, vous disiez, parfois les entreprises sont en difficulté face à Chorus. Eh bien, ça veut dire qu'on doit aussi avoir cette habitude nouvelle, ou réavoir cette habitude de lien avec les entreprises, de pédagogie, d'explication, pour faire en sorte que le lien ne se rompe pas. Alors, quelques mots de conclusion, si je puis dire, en tout cas, de votre propos, avant de passer la parole à Madame Minati. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Des gains de productivité, d'efficacité, bien entendu, c'est certain, mais ce n'est pas ab initio, c'est au terme de la réorganisation de la chaîne financière que l'on pourra constater, je pense, ces gains de productivité liés à la dématérialisation. D'autant qu'il ne faudra pas passer non plus sous silence des gains de productivité qui se transforment finalement par des gains de technicité. Gain de productivité, ce n'est pas uniquement j'économise de l'argent, c'est je suis meilleur dans ma façon de produire. Ça peut être ça, le gain de productivité. Je crois que les travaux de dématérialisation dans lesquels les directions des finances sont embarquées depuis des années illustrent bien la relation extrêmement forte qu'il doit y avoir entre les directions des finances et les directions des systèmes d'information. On ne peut pas faire l'économie quand on est direction des finances, d'avoir des relations de qualité avec ses collègues des systèmes d'information. Ça ne peut pas marcher autrement, de façon à ce que l'outil développé puisse répondre parfaitement aux besoins des utilisateurs. Et ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Puis dernière chose, un des risques que je vois, c'est le fait d'accompagner, le besoin d'accompagner le changement, c'est extrêmement important sur le coup et après, et c'est notamment ce que l'on se disait sur le fait d'avoir besoin de faire évoluer les profils de poste et les exigences en termes de technicité et d'expertise des agents. Merci infiniment pour cette première partie.
Je rassure les internautes qui nous posent de nombreuses questions. On va essayer de les regrouper plutôt à la fin pour pouvoir entendre vos propos, Madame Vignatier. Alors, on va parler plus directement de Limoges Métropole, hein, avec un propos qui va se séparer en deux parties. D'abord, une partie où vous allez montrer ce qu'il s'agit en fait d'une stratégie à long terme, même si le programme de démat global, c'est 2018. Et puis, quelques schémas d'organisation actuelle, hein, qui sont issus de la manière dont vous prenez le sujet à la fois sur la chaîne comptable et sur la dématérialisation de la chaîne comptable des dépenses. Puis, dans une deuxième partie, nous rentrerons dans le sujet sur lequel nous avons effectivement beaucoup de questions, c'est-à-dire l'accompagnement du changement et les impacts sur l'organisation. Je vous en prie. Oui, donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que Limoges Métropole, comme toutes les collectivités, vit au quotidien cette transformation numérique qui impacte toutes nos directions, notamment les directions support, mais pas que les finances, bien entendu, hein, puisque nous, on a aussi la direction des assemblées qui est concernée, la DRH, la DAJ et bien sûr son service des marchés. Donc, cette transformation numérique, elle passe par des projets qui sont parfois complexes, avec une conduite du changement qui est indispensable. Et c'est le cas du programme de dématérialisation de la chaîne comptable et financière qui, pour Limoges Métropole, donc, est porté par la direction des finances, mais au plus haut niveau de la hiérarchie. Parce que c'est un projet transverse et que c'est surtout un projet tentaculaire. Aujourd'hui, il n'existe pas de méthode standard, il n'y a pas de méthode type de mise en œuvre de projet de dématérialisation de la chaîne comptable parce que, en fait, tout dépend de la taille de la collectivité, tout dépend de l'organisation interne, des ressources évidemment humaines que l'on dispose et également sur le plan technique des outils que l'on souhaite mettre en place. Avant de vous parler brièvement du programme, je souhaitais vous présenter sous forme d'une frise chronologique justement notre programme de démat. Donc, je ne vais pas commenter ce schéma point par point, bien sûr. Je laisse le soin aux internautes de le découvrir plus tard. Oui, ils l'auront à disposition de toute façon. Je voulais simplement démontrer au travers de cette frise chronologique que le programme de dématérialisation de la chaîne comptable, c'est un programme d'ampleur et qui s'opère sur le long terme. Ainsi, si je résume, tout a commencé, nous, pour Limoges Métropole, en 2013, avec la mise en œuvre d'un nouveau système d'information de gestion financière, AstroGF. Et c'est à partir de cette période déjà qu'a démarré la spécialisation des agents qui faisaient de la comptabilité au sein de la collectivité. Et c'est bien à partir de cette période que nos dirigeants ont pris conscience que la gestion budgétaire et comptable, c'était un métier. Parce que l'utilisation d'un tel outil, ce n'était pas à la portée de l'agent qui faisait de la comptabilité de manière exceptionnelle, c'est-à-dire payer 2 ou 3 factures par mois. Cette même année 2013, donc, Limoges Métropole, en tant que collectivité moteur du département, a été sollicitée justement par la DRFI pour mettre en œuvre le projet de passage au nouveau protocole d'échange standard entre l'ordonnateur et le fameux PESV2. Et donc, en janvier 2014, nous sommes passés au PESV2 et nous avons mis en œuvre également la signature électronique des bordereaux. On était assez précurseurs déjà à l'époque. Et c'est à partir de cette première période de dématérialisation que le besoin de réorganisation de la chaîne comptable s'est fait ressentir. Car nous étions, comme beaucoup d'autres collectivités, bien sûr, en mode déconcentration de la fonction financière dans les directions opérationnelles jusqu'en 2014. Donc, on a procédé en 2015, en quelque sorte, à une recentralisation, mais déconcentrée. Donc, on va le voir sur les schémas qui suivent. Donc, la première étape qui touche la réorganisation, pour nous, ça a été la création, dans chaque grande direction générale adjointe, d'un CRAF, un centre de ressources administratives et financières, qui comprenait une cellule comptable qui intervient donc pour plusieurs directions. Avec au sein donc de chaque cellule des effectifs qui travaillent à plein temps sur la fonction financière et qui varient, bien sûr, les effectifs qui varient en fonction du volume de dossiers qui est traité. Donc ainsi, au sein de chaque cellule, les agents partagent la même culture de gestion budgétaire et comptable. Et on peut revenir sur le schéma de dépenses, pardon. Voilà. Donc, on a les 2 maillons en bleu plus foncé, les 2 maillons les plus importants de la chaîne comptable, qui sont donc, comme je vous disais, les cellules comptables des CRAF et les finances à côté. Donc, eux, ils assurent tout ce qui est phase commande et phase liquidation. La direction des finances, elle, quant à elle, exerce donc une autorité fonctionnelle sur ces cellules comptables. Elle anime donc tout ce réseau de référents.
Elle pilote bien sûr le programme de dématérialisation de la chaîne comptable et elle a la maîtrise donc du système d'information de gestion financière. Aujourd'hui, on compte 33 agents comptables qui se consacrent exclusivement aux tâches d'exécution comptable. Le rôle de la direction des finances se recentre donc sur des missions plus de contrôle, d'expertise, d'assistance et de conseil, bien entendu, auprès de ces référents comptables, et bien sûr des missions d'ordonnancement des dépenses en interface, bien sûr, entre ces cellules et la trésorerie. Donc, cette nouvelle organisation, finalement, nous a beaucoup aidé pour la mise en œuvre en 2016 du projet de facturation électronique, parce que l'animation du réseau des référents comptables était largement facilitée donc, par une telle organisation. Même si à l'époque, bon, les référents comptables des CRAF, si vous voulez, ont été moins impactés que ceux des finances hein, par la mise en œuvre de la facturation électronique. Alors, ça m'amène à vous parler de la deuxième étape qui touche la réorganisation, toujours en dépenses. La deuxième étape, ça a été la création du point d'entrée unique de facture qui a été créé au niveau des finances parce qu'il était vraiment nécessaire, dans le cadre du projet de facturation électronique, de recentraliser l'arrivée de la facture pour éviter donc cette arrivée un petit peu anarchique des factures. Donc les factures, parfois, étaient même données de la main à la main. Et souvent, bon, il y avait des factures qui arrivaient à tort dans un service et qui cheminaient pendant des jours et des jours avant de trouver le bon destinataire. Donc, cette cellule de réception des factures a été donc créée à cette époque-là au niveau des finances. Donc, les fournisseurs ont bien compris hein, que leur intérêt était soit de déposer leurs factures secourues, soit de les transmettre à la bonne adresse, une adresse unique, s'ils souhaitaient que ces factures soient traitées dans les délais, bien évidemment. Parce que la cellule donc, qui traite nos factures, chez nous, les injecte le jour même ou à J+1. Et donc, chaque référent comptable, ensuite, trouve ses factures dématérialisées à liquider tous les matins dans ses alertes. Donc voilà, je vous laisse le temps de consulter quand vous aurez le support. Je vais faire un petit zoom sur l'organisation des recettes. L'organisation de la gestion comptable des recettes est un petit peu différente puisque nous, la phase constatation de la recette et la phase facturation qui est loin d'être dématérialisée, reste assez diffuse hein, dans les directions opérationnelles. Les schémas sont très, très hétérogènes d'ailleurs parce qu'on a beaucoup d'activités de recettes et chaque direction ou service d'ailleurs a sa propre appli de facturation. La gestion comptable, par contre, des recettes, elle est assurée donc du coup par les finances dans Astre à partir de la liquidation. Donc voilà pour la partie réorganisation. Et lors de cette même période, donc vous vous souvenez, il y a eu l'adoption de pas mal de textes réglementaires. C'est la période où la dématérialisation de la chaîne comptable s'est relativement accélérée, hein, courant 2017. Donc, pour nous, il était devenu vraiment obligatoire d'aller plus loin. Hein. Il fallait vraiment passer, comme on dit, à la foule des maths. Donc, Limoges Métropole a pris conscience que c'était une véritable opportunité pour poursuivre, donc, après la mise en place de la facturation électronique, ce vaste chantier de refonte et de modernisation de l'ensemble des processus, mais selon une approche donc plus globale. Et c'est ainsi qu'on a lancé donc officiellement le programme de démat global. Et donc, compte tenu de l'ampleur et de la complexité, on a décidé même à l'époque d'avoir recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, concernant on peut voir sur la page suivante, justement, compte tenu de l'ampleur, l'ensemble des entités impactées. Donc, je vous ai fait une petite, marguerite. Donc là, oui, qui est très clair. Ça confirme ce que je vous disais précédemment. Donc, c'est un projet tentaculaire et qui impacte pas mal d'acteurs de la collectivité en interne, hein, tout ce qui est en bleu. Hein, donc, les élus sont impactés hein, pour tout ce qui est signature des bordereaux, bien entendu. Les DGS, DGA directeurs impactés pour tout ce qui est des maths, des bons de commande, visa des bons de commande. Les directions support, les autres directions support, bien évidemment, hein, pour tout ce qui est dématérialisation des pièces justificatives. Évidemment, la direction des finances qui porte le projet. Donc, les cellules comptables des CRA, bien entendu. Les régisseurs, parce que ça fait partie aussi des projets à venir.
les référents opérationnels hors CRAB, des gens qui interviennent aussi pour la partie de gestion en amont de la gestion comptable des recettes. Et puis, bien évidemment, en externe, la trésorerie, la DDFIP, la préfecture, bien sûr, nos tiers, les fournisseurs pour les dépenses et les usagers pour les recettes, et bien évidemment, un partenaire incontournable qui sont les éditeurs de logiciels. D'ailleurs, il y avait une question dans les nombreuses questions qu'on a, ce qui est le gain n'est-il en premier lieu pour les services de la DDFIP? Oui, oui, ça fait un peu cliché, je trouve. Voilà, non, mais je signale juste la question. Ça fait un peu cliché. Après, voilà. Oui, je veux dire, il y a plus d'ampleur dans le projet que ça. Je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on passe assez rapidement sur les deux schémas ensuite. Oui. Pour arriver sur toute la partie accompagnement au changement. Parce que, effectivement, je pense que ça va répondre à beaucoup des questions qui nous sont posées. Tout à fait. Donc, bien évidemment, nous, il était nécessaire d'aborder donc un volet très important lors de la mise en œuvre de ce programme, qui est l'accompagnement des agents au changement. Donc, quels ont été les moyens qu'on a mis en œuvre, nous, pour conduire le changement? Déjà, on a eu l'aide d'un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, on a absolument évité le Big Bang. Tout a été réalisé dans un esprit de bienveillance vis-à-vis des collègues impactés et avec beaucoup de simplicité et de pragmatisme. On a organisé dès le début donc beaucoup d'ateliers participatifs thématiques avec tous les agents impactés pour élaborer ensemble donc toutes les nouvelles procédures, bien entendu, adaptées à la dématérialisation. On a diffusé des comptes rendus et bien sûr des outils méthodologiques, tout ce qui est tableau de traitement des PJ, plan de classement, tableau de nommage, etc., des fichiers. On a beaucoup recherché la simplification des pratiques, bien sûr. On a fait des actions de formation à l'utilisation des nouveaux outils, outils de jet de métier, outils modules de raccrochement des pièces justificatives, etc. On a diffusé des notes, élaboré des notes de service et diffusé à chaque démarrage de projet, puisqu'on on a séparé un petit peu le projet de démat des PJ de dépenses de celui des PJ de recettes et puis celui des démat de PJ des régies. Donc, on a équipé d'un double écran chaque référent comptable afin de faciliter les tâches de liquidation et de contrôle, bien évidemment. Et puis voilà, on a mis en place beaucoup de conseils et d'assistance de la part des finances auprès des collègues, vous vous en doutez. Il a fallu expliquer, il a fallu toujours rassurer, motiver, prioriser, etc. Donc d'autres formations en interne sont prévues. On a prévu également une grand-messe, une formation avec les services de la trésorerie pour revoir cette instruction de PJ, mettre à l'appui des mandats, ça c'est important. Et puis, le moment venu, des guides de procédure, bien sûr, qui seront élaborés et diffusés. Alors, on voit l'ampleur du projet. Avant de venir sur l'impact que tout cela a pu avoir sur les agents et sur les collectivités, une question que nous posons donc à nos internautes. Outre les échanges avec le comptable, avez-vous aussi dématérialisé les processus commandes? On évoquait ça tout à l'heure, et constatation du service fait. Vous répondez par oui ou par non, et nous évoquerons les résultats de cette réponse. Alors, ces fameux impacts, à la fois pour les agents dans un premier temps et pour les collectivités dans une deuxième partie. Alors, pour les agents, il y a eu une réelle évolution des compétences, même à ce stade déjà de la période de démat. Pour la direction des finances, il y a eu émergence de nouvelles missions, indiscutablement, des nouvelles missions d'administrateurs fonctionnels. Aujourd'hui, il faut suivre la transmission des flux, c'est vraiment très technique. Donc, évolution également en matière d'expertise et de contrôle et de conseil et d'assistance auprès des autres collègues référents comptables, bien sûr. Il y a eu une évolution des compétences pour les référents comptables également, bien sûr. Le travail est beaucoup plus qualitatif aujourd'hui. On a une disparition progressive des tâches, sans grande valeur ajoutée, on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a senti également une réelle motivation de vouloir progresser professionnellement, bien sûr, une réelle motivation à vouloir participer activement à la modernisation de la gestion comptable. On a quand même beaucoup d'agents qui sont moteurs, et ça c'est important. Moi, j'ai pas trouvé d'agents réfractaires tout le temps de la préparation du projet. Il n'y a pas vraiment d'agents réfractaires, c'est plutôt des agents qui ne se projettent pas lors des ateliers, mais voilà, après, quand ils sont les mains dans le cambouis, ils sont bien obligés de réagir.
Autre impact également, ça favorise donc le travail collaboratif et le partage d'informations sur tous les outils qu'on a mis en œuvre, outils de GED, etc. Donc ça évite le fonctionnement cloisonné et ça favorise donc la coopération, indiscutablement, et le travail d'équipe entre les agents référents comptables, des CRAF et des finances, bien sûr. Tout est partagé et mutualisé dans un seul outil, et ça, c'est très important. J'ai trouvé également qu'il y avait une motivation, il y a une naissance d'une certaine motivation pour l'intérêt de la collectivité, intérêt vis-à-vis des fournisseurs, bien sûr, et puis intérêt aussi du côté des usagers, bien sûr, côté recettes. Ça répond à une des questions sur la manière dont vos clients et vos fournisseurs ont accueilli cette démarche. Ça s'est passé simplement? Est-ce que... Pas très simplement, j'en parlerai tout à l'heure dans les difficultés. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Très bien, comme ça vous répondrez à cette question qui nous est posée. Sur l'impact pour les collectivités? Donc, sur la collectivité, harmonisation complète du processus comptable, il n'y a pas de souci, surtout depuis qu'on a mis en place le nouveau SI depuis 2013. Donc, la démat, elle a été l'occasion de réinterroger toute l'organisation et les procédures de la chaîne comptable. Donc, du coup, on a homogénéisé les pratiques. Il y a une certaine sécurisation des procédures, bien sûr, puisque tous les processus reposent sur des circuits de validation paramétrés. Donc, il y a une succession de contrôles embarqués automatiques donc, qui nous font gagner énormément de temps dans le déroulement de la chaîne comptable. Il y a une meilleure sécurisation des documents, bien évidemment. On utilise donc des outils complètement mutualisés. On utilise aussi des référentiels communs de classement, de stockage, etc. Il y a une fluidité, une traçabilité dans la transmission des documents, c'est indiscutable. Il y a une fluidité des échanges entre les acteurs et à toutes les étapes de la chaîne, bien évidemment. Donc, un gain de temps, forcément. Il y a une amélioration de la qualité comptable, et ça, c'est le comptable, notre comptable assignataire qui nous l'a écrit, donc, depuis la mise en œuvre du PES V2. Et il y a une baisse de certains coûts de gestion, ça aussi, c'est indiscutable. Après, voilà, je ne voulais pas quantifier. Mais on ressentira davantage des impacts positifs quand on aura dématérialisé d'autres processus à l'aide d'outils collaboratifs, bien évidemment. Processus de commande et ensuite, beaucoup plus tard, processus de constatation du service fait. Et donc, en guise de conclusion, l'ensemble des difficultés à ce stade d'avancement, parmi lesquelles vous pourrez répondre éventuellement à la question sur les fournisseurs. Alors déjà, en matière de difficulté, c'est quand même beaucoup d'investissements pour la collectivité et puis pour les agents aussi. Pour la collectivité sur le plan financier, parce que bon, la démat, c'est un coût quand même. Et pour les agents, c'est quand même beaucoup de temps de préparation des projets, beaucoup de temps à passer. Moi-même, je consacre pratiquement 80% de mon temps de travail à la dématérialisation de la chaîne comptable. C'est beaucoup de temps aussi pour les agents pour s'approprier les outils et les procédures. Ça prend plus de temps. Donc, c'est normal parce qu'il y a un temps d'adaptation, si je puis dire. Il faut repenser quotidiennement nos manières de faire. Donc, c'est évident que c'est plus long pour les agents de sortir un petit peu de cette zone de confort et de se professionnaliser, quoi. Donc, et même pour certains projets, je dirais que c'est un travail chronophage. Nous, dans le cadre du projet de la facturation électronique, par exemple, les références des engagements juridiques et les codes de service des directions déconcentrées de l'État ne sont pas toujours connus. Donc, il faut aller à la pêche aux références si on veut déposer correctement les factures. Donc, ça, c'est un travail extrêmement chronophage. Et puis, bon, dans le cadre du projet de dématérialisation des pièces justificatives, aujourd'hui, actuellement, on vit une petite période de turbulence depuis le démarrage en début d'année. Mais bon, le vol se poursuit, si je puis dire. Mais justement, voilà, la cause, c'est qu'on a dû raccrocher et transmettre au comptable toutes les PJ des marchés en cours d'exécution avant 2019. Donc, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps et ça nous en prend encore beaucoup. Lors de la liquidation et des contrôles des paiements. Et c'est pour ça qu'on a pris, voilà. Donc, les conséquences, effectivement, c'est qu'il y a un impact pas négligeable sur les délais de paiement aujourd'hui des dépenses en ce début d'année. Donc, voilà où elle est la petite difficulté par rapport à nos fournisseurs. D'accord. Donc, voilà. Sinon, il y a une autre problématique aussi qui est d'une dématérialisation partielle à ce stade qui nous pose problème, bien sûr, puisqu'il y a
Il y a un risque de rematérialisation de certains documents, hein, notamment les factures pour la phase de transmission de la constatation du service fait. Et puis, la nécessité de revoir sans arrêt les procédures à chaque stade d'avancement. On est obligé de sans cesse de les revoir. Ça aussi, c'est une petite difficulté, hein, qui est due au fait qu'on n'a pas encore dématérialisé de bout en bout, malheureusement, et que ça va encore prendre du temps. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas la prétention de dire qu'à ce jour, tout est parfaitement huilé, justement, loin de là. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous sommes tous conscients qu'on en percevra les effets bénéfiques, mais beaucoup plus tard, ça j'en suis persuadée. Mais aujourd'hui, ce que nous mettons en place, ce sont, si je puis dire, des étapes incontournables. On est obligé d'en passer par là. Aujourd'hui, nous avons mis en place tous nos atouts pour favoriser la poursuite de la mise en œuvre de ce programme. Aujourd'hui, il reste par contre à renforcer la professionnalisation des référents comptables. Yann en parlait tout à l'heure, c'est très important. Il faut vraiment qu'on s'appuie désormais sur des professionnels de ces métiers pour faire face à ces sujets qui sont de plus en plus complexes, hein, au niveau de la chaîne comptable et de plus en plus techniques. Il nous faut des professionnels, il nous faut des experts, exactement comme pour la commande publique, hein, si je puis dire. Voilà, et il reste donc, nous, à dématérialiser le reste de la chaîne plus en amont, hein. Je pense bien évidemment au processus de constatation du service fait. Il reste à parfaire aussi également l'organisation de la chaîne comptable des recettes et puis moderniser aussi notre chaîne, notre gestion comptable des régies. Pardon. Donc voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur l'état d'avancement. Merci d'avoir réussi l'exercice difficile de dire autant de choses en aussi peu de temps. Alors, on va se concentrer sur quelques-unes. On pourra en prendre que quelques-unes des questions c'est un peu les questions SMS dans l'émission C'est dans l'air, hein, un peu le même genre. Alors, certaines sont techniques, d'autres plus larges. Comment les services opérationnels peuvent-ils garder trace des factures payées? Double stockage, point d'interrogation. Bah déjà, les factures payées sont embarquées, hein, si je puis dire, en tant que PJ. Donc, normalement, elles sont stockées dans Atlas. Alors, moi, ce que je rajouterais sur ce point-là, c'est qu'effectivement, c'est le risque de double organisation, c'est-à-dire que l'ancienne organisation qui perdure et la nouvelle, à un moment… Que vous évoquiez tout à l'heure sur le papier et sur le… Voilà, à partir du moment où effectivement les factures sont embarquées, installées sur Atlas, on peut y accéder facilement. Il faut accepter de quitter le rivage et puis d'aller vers autre chose. Et ça prend du temps, ça peut prendre du temps. D'accord. Autre question, pardon. Excusez-moi, après, nous, du côté de notre SI de gestion financière, nous avons quand même la GED métier. Donc, toutes les factures, comme toute pièce justificative, sont stockées dans la GED métier. Alors, plus général, au-delà des enjeux de la dématérialisation, est-ce que les collectivités souhaitent s'inscrire dans une démarche cloud avec leur éditeur, ou cela pose-t-il un problème à financer entre les budgets de fonctionnement et le budget d'investissement? C'est souvent des questions où il y a beaucoup de questions posées en même temps. Alors là, je dirais que c'est une question assez technique. Sur est-ce que oui, cloud plutôt, oui, c'est plutôt technique, oui. Tu veux appeler un ami? Je vais faire le 50-50. Bon, on va passer à une autre question. Et puis on proposera à cet internaute de poser la question directement à Vécar. On lui dira à la fin, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont capables de leur répondre sur une question plus technique. Il y a beaucoup de questions sur l'évolution du métier comptable. Vous l'évoquiez, le type est en train d'évoluer vers une expertise informatique pour maîtriser tous les outils. Et comment accompagner ce changement pour nos agents comptables alors que ni les trésoreries ni les préfectures ne sont en capacité de nous accompagner lors des problèmes de télétransmission? Oui, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, depuis la mise en œuvre des SI, il y a des nouveaux SI. C'est vrai qu'il y a une émergence de nouvelles missions d'administrateurs fonctionnels au sein des directions financières. Oui, tout à fait. Et ça le suivi technique que ce que la démat implique, quoi, hein, au niveau du transfert, de la transmission des flux, de la vérification, tout ça. Et ça pose aussi, alors tout à l'heure on parlait du renforcement des compétences des agents dans le domaine de l'exécution des finances, mais il en est exactement, c'est exactement identique pour la professionnalisation des équipes qui sont chargées de la maintenance des SI Finances. Ça c'est très clair. Moi je vois au quotidien, j'ai une équipe de 4 personnes dont le métier c'est de faire tourner l'application finance. Et plus le temps passe et plus leur tâche se retrouve alourdie du fait de ces évolutions de dématérialisation.
Une question plus générale, à quoi sert la dématérialisation? Mais il y a une sous-question. Est-ce qu'à votre avis, c'est plus un outil de sécurisation ou un outil d'optimisation financière? C'est l'évolution normale de la transition numérique. On est en train de vivre une vague de transition numérique, Alors, comme on vit quotidiennement dans notre vie privée, de toute manière déjà. effectivement, c'est une question éminemment philosophique. Déjà. À quoi ça sert? Ce sont les questions. Oui, c'est une question intéressante, ça c'est certain. Mais ça rejoint un petit peu la question qui a été posée il y a quelques minutes sur ah oui, mais est-ce que finalement la dématérialisation, ça n'a pas uniquement servi la DGFiP? Et alors? Ça a servi toute la collectivité, pas que la DGFiP. Alors oui, tout le monde le sait, c'est très clair que ça a servi essentiellement, en premier lieu, la DGFiP. Mais la question n'est pas là. Une fois qu'on s'est dit ça, la question c'est aussi peut-être de profiter de ce fait-là pour que ça puisse servir à la collectivité, à sa propre collectivité, justement pour aller vers une réorganisation et une plus grande efficacité. Là, on peut rester pendant très longtemps sur des débats, est-ce que c'est utile pour nous ou pour la DGFiP? Ok, d'accord, mais la question, c'est pas celle-là. La question, c'est comment est-ce qu'on va se servir de cette opportunité-là pour avancer et faire avancer notre collectivité. Alors, d'autres questions qui seront une manière de conclure, vous les avez évoquées, hein, c'était sur le fait d'utiliser l'outil numérique comme moyen de renforcer la dynamique collaborative. Vous en avez parlé, je crois que c'est une réalité, et puis toujours cette inquiétude de garder à l'esprit que le numérique demeure un outil indispensable, mais non un objectif en soi, et qu'il n'y ait pas de confusion entre l'outil et le but ultime de la démarche, quoi. Enfin, je peux peut-être donner 2-3 réactions par rapport à ça, parce que nous arrivons malheureusement à la fin de cette... Alors, ce que je peux dire là-dessus, mais je suis totalement d'accord avec ce qui ne semble pas être une question, mais un constat. Et ça, bien entendu, ça me paraît très juste. La dématérialisation, ça n'est qu'un outil. C'est vers quoi on va, l'objectif. Et ça me paraît très clair de poser cet objectif-là. Et c'est un peu la raison pour laquelle, lors de nos échanges, on s'était dit qu'il fallait se déterminer soi-même sur ce que serait notre propre dématérialisation. Et le nôtre, c'est localement, dans chacune de nos collectivités. Véronique Gatine, une observation sur ce sujet ou un silence d'accord? Tout à fait d'accord. Je crois que je ne vous ai pas donné les réponses à la question, la deuxième question live qui avait été donnée. Outre les échanges avec le comptable, avez-vous aussi dématérialisé les processus commandes et constatations des services faits? 40% ont répondu oui. Oui. Voilà. Donc, 60% de non. 60% de non, voilà, absolument. Dans un bon résultat. Bien, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette webconférence. D'abord, je voulais vous remercier tous les deux pour avoir réussi à tenir le timing, nous dire autant de choses, répondre aux questions. Ce n'était pas un exercice facile. La démat n'est pas un exercice facile, mais celui-là non plus. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse, il y en a quelques-uns à leurs questions. VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permettra de poser des questions, qui sont plutôt des questions d'ordre réglementaire. Merci à GFI de nous avoir accompagnés, avec VK bien sûr, de nous avoir accompagnés dans cette webconférence. Et puis, à très bientôt à une prochaine webconférence. Merci.